Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Quesaco sur la santé. Je suis Géraldine Laureau, directrice de l'agence d'urbanisme Topos, et je suis heureuse de vous accueillir ce matin avec Hervé Olivier, qui est le directeur adjoint et directeur des études à Topos. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui. La session est enregistrée et sera retrouvée sur le site internet de Topos, qui est accessible depuis la page actualité avec les 6 autres Quesaco de ce premier semestre 2022. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pouvez couper votre vidéo. Alors, ce matin, nous saluons la présence de nos invités, Monsieur Le Goff, qui est maire de Tigy, vice-président délégué au service à la population, santé, petite enfance de la communauté de communes des Loges. Il est notre témoin élu en charge d'une mission assez singulière pour une communauté de communes. Madame de Fongalan, qui est représentante de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux. Madame Lachec, coordinatrice du contrat local de santé du PETR Forêt d'Orléans Loire-Sologne, qui tient une feuille de route santé à l'échelle de plusieurs communautés de communes. Quelques mots pour introduire nos témoignages et engager des échanges. Concours de circonstances calendaires avec la programmation de ce webinaire. Le Conseil national de la refondation sur la santé a été lancé par le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, le 3 octobre dernier. Dans la Sarthe, avec un constat majeur que nous partageons tous, l'accès universel à notre système de santé est fragilisé. Il a fait effectivement quelques observations que nous partageons tous. La difficulté pour les patients de trouver un médecin traitant et d'être suivis pour des pathologies parfois lourdes, et cela inégalement sur le territoire national. La crise que traversent les professionnels de santé, fatigués, voire usés de compenser une carence de praticiens. Le manque d'attractivité de certains territoires pour accueillir de nouveaux praticiens, avec le besoin de renouveler des pratiques, avec des pratiques émergentes telles que la téléconsultation. Et il a mis aussi en avant l'enjeu de la prévention, avec l'ambition de faire entrer la santé dans les réflexes quotidiens. Il appelle les praticiens ainsi à engager des réflexions, aux citoyens à imaginer des solutions, à faire participer les élus locaux dans la réflexion pour des réponses différenciées. Bref, la santé, elle est à aborder par de multiples facettes aujourd'hui, une approche métier, un enjeu territorial, environnemental et de prévention. Cette actualité me permet de recentrer l'objectif de notre observatoire de l'offre de santé que va vous présenter Hervé Olivier. Et nos invités, élus, techniciens de collectivité et professionnels de santé compléteront ainsi, depuis leur point de vue, leur rôle dans ce schéma multi-acteurs et assez compliqué. Vous pouvez interagir avec l'onglet Discussion situé en bas de votre écran, sur lequel vous pouvez laisser vos messages. Je vous remercie tous ceux qui nous ont salués et nous disent bonjour ce matin. Et vous pourrez également insérer vos questions que nous pourrons traiter après les interventions. Voilà, je vais laisser la parole à Hervé Olivier et ensuite nous introduirons nos invités. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, donc nous retrouvons donc ce matin pour discuter de la santé sur les territoires de l'Orléanais et plus généralement, si c'est encore possible, d'observer finalement les questions de la santé et de l'offre de santé sur un territoire. Donc finalement, on va vous présenter le travail d'observation que mène l'agence d'urbanisme aujourd'hui. Alors d'abord, initialement centré sur la métropole et aujourd'hui dans une volonté de pouvoir l'élargir à l'échelle des 126 communes que couvre l'agence aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous un petit PowerPoint, ça va durer une quinzaine de minutes à peu près, et puis ensuite, je céderai la parole à Monsieur Le Goff, puis à Madame Archek, et ensuite à Madame de Fongalan, pour les laisser réagir et présenter un peu leur positionnement et leurs interventions dans cette grande question de l'offre de soins aux populations. Donc, effectivement, ici, donc l'offre de santé. Alors, de quoi on va parler? On va parler de l'offre de santé environnementale, de la qualité du cadre de vie, de l'offre médicale et de l'offre de soins, de la géographie de l'offre. Donc là, c'est vraiment un peu la question du système global dans lequel on se situe pour observer, et puis peut-être se concentrer sur la compréhension de la santé et de la gouvernance de la santé
au travers de la géographie, des interventions des différents acteurs, et puis du coup, évidemment, identifier les parties prenantes de cette action sur la santé. Et c'est donc suite à cela que nous aurons les interventions des personnes que j'ai citées précédemment dans ce webinaire. Alors, d'abord, un petit point de rappel, me semble-t-il, important sur les déterminants de la santé. Observer la santé, ça s'appuie sur un ensemble de facteurs euh, qui ont été nommés comme étant déterminants de la santé. Alors, ces facteurs, ils sont peut-être anodins finalement, mais ils couvrent 80% des questions de l'état de santé des individus sur un territoire. Et l'offre de soins en tant que telle, c'est finalement 20%. Alors, c'est 20% cruciaux, évidemment, puisqu'il s'agit de soigner à ce moment-là. Mais finalement, les 80%, c'est la question environnementale, c'est tout ce qui recouvre euh, les problèmes de prévention, les questions comment dire, de capacité de l'individu d'avoir accès aux loisirs, d'avoir accès aux activités sportives, d'avoir un état de santé mentale, donc de la sociabilité. Donc tout un ensemble de déterminants qui ont été cadrés principalement dans la charte d'Ottawa, hein, qui date de 1986, et qui a été développé ensuite en 87 avec, par l'Organisation mondiale de la santé, pardon, mais avec la mise en place du réseau des villes santé, hein, donc réseau international, dont Orléans fait partie. Et tout le travail qui a été réalisé au moment de la charte d'Ottawa, ça a été notamment de faire le lien entre les individus, leur environnement et l'état de santé qui découlait de la situation. Donc, on revient à la notion de déterminant. Ce sont des facteurs personnels, socio-économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. Donc, le schéma qui est le grand schéma circulaire qui est complètement à droite de la diapositive montre effectivement d'où on part, de l'état de santé de la population et l'ensemble du développement, donc des interrelations entre l'homme et son environnement, le travail, le lieu de vie, le lieu où on habite, l'ensemble des activités qu'on peut avoir, et donc l'état de santé de ces individus sur un territoire. Les déterminants sont liés aux prérogatives et aux actions des collectivités. On voit bien que on va aller plus loin sur ces questions par la suite, mais on voit bien qu'effectivement, la collectivité territoriale, qu'elle soit commune ou intercommunalité, ou plus largement département ou région, ont effectivement des actions au travers de la planification du territoire sur l'ensemble de ces éléments. Ils participent à l'offre d'emploi, ils participent à l'offre de logement, ils participent à l'aménagement du territoire, à l'urbanisation, à la gestion rurale, etc., etc. Donc, ce sont des éléments qui sont fondamentaux et qui ont vraiment une action importante sur l'état de santé des populations. La question des déterminants de la santé se sont poursuivis dans le temps avec notamment des travaux sur l'urbanisme favorable à la santé, l'UFS, donc des travaux qui ont été menés en France par l'École des hautes études en santé publique et qui ont été repris, développés également avec l'ADEME et le CEREMA aujourd'hui, avec donc toute la réflexion sur les modalités d'aménagement, alors plutôt à l'échelle de quartiers et d'opérations d'aménagement, mais des éléments qui ont été importants, qui ont été cadrés en 2006 notamment, puisque était demandé à l'autorité environnementale de porter des avis sur, comment dire, sur la compatibilité des aménagements avec l'état de santé des populations qui allaient y vivre. Donc voilà un peu de quoi on va discuter, et un peu le cadre finalement d'observation dans lequel on se positionne à l'agence d'urbanisme pour travailler sur cette acception élargie des questions de santé. Alors, pour travailler sur ces points-là, une diapositive peut-être un petit peu chargée, mais qui montre à quel point effectivement on va loin dans le système d'observation. Donc on mobilise effectivement un certain nombre d'observatoires qui sont liés d'abord évidemment à la démographie et à la société, hein. Donc on va prendre en considération les évolutions démographiques des populations, repérer et cibler peut-être les populations un peu plus fragiles. Alors populations fragiles,
C'est un terme qui recouvre en réalité beaucoup de populations différentes, populations jeunes, populations âgées, populations avec des revenus qui sont plutôt faibles, dont on sait aujourd'hui qu'elles ont un moindre accès à la santé. Évidemment, le revenu des ménages qui est important, les taux d'imposition, etc. Donc, un ensemble de facteurs d'observation qui permettent de regarder un petit peu comment la population évolue et notamment les populations les plus fragiles. Ensuite, en termes d'économie, donc là aussi, on va regarder ce qui va concourir à l'état de santé des populations en matière d'économie. Donc, évidemment, l'emploi, le chômage, l'ENITS. Alors, l'ENITS, c'est un acronyme américain qui recouvre en fait, qui veut dire très exactement Not in Education, Employment or Training, ce qui veut dire simplement sans formation, emploi ni études. Donc, ils sont des populations plutôt jeunes, mais qui se retrouvent en marge de la société et qui ont elles aussi un problème de recours à l'offre de soins. Les créations d'entreprises, en fait, tout ce qui va recouvrir un peu ce qui est lié au stress, ce qui induit un stress de population, qui est effectivement la question économique, la question d'avoir un emploi stable, d'avoir des revenus nécessaires et suffisants, etc. Dans l'économie, on va aussi avoir toute la dimension agriculture qui va être importante puisqu'elle va recouvrir la question de l'alimentation territoriale, donc de la capacité d'un territoire à nourrir les populations et peut-être de travailler plus spécifiquement sur la question du biologique et sur la question des circuits courts pour vraiment avoir cette garantie d'accès à une alimentation correcte pour les populations. Plus particulièrement aussi sur la dimension environnementale. Alors évidemment, la notion de santé environnementale, en premier lieu, on pourrait croire que ce soit lié uniquement à la question de nature, mais vous voyez bien qu'on est dans une réflexion globale, systémique. Mais plus spécifiquement sur la question naturelle, effectivement, les travaux de l'Agence d'urbanisme aujourd'hui permettent de repérer, grâce à l'occupation du sol, les espaces de nature présents sur le territoire. On a poussé assez loin les réflexions sur le repérage du végétal en milieu urbain. Donc la part de nature par habitant, le travail sur les espaces de nature de proximité, les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur, la notion de température urbaine qui, évidemment, avec les épisodes climatiques de cet été, prennent un relief tout particulier. La notion d'habitat, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, dans les éléments clés aussi de l'état de santé des populations. Il y a deux éléments, deux facteurs importants à avoir en tête. C'est effectivement la possibilité pour une population d'avoir accès à un logement. Ça, c'est la première règle de base. Et puis après, c'est la question de l'état du logement dans lequel les populations habitent. Et là, on a deux problématiques. Hein, la problématique globale de l'état des constructions et de l'évolution de l'état de ces constructions. Et puis, un deuxième point particulier qui est d'actualité aujourd'hui avec la loi climat et résilience, puisque c'est toute la question autour de l'énergie. Et de façon générale, on parle de problématiques de précarité énergétique qui a effectivement un effet sur l'état de santé des populations de deux ordres. C'est le fait qu'un habitat en mauvais état énergétique consomme et donc capte du financement des populations. Donc, c'est de l'argent que les populations ne peuvent pas forcément mettre dans le soin, dans l'accès aux soins. Et puis, la deuxième chose, c'est de toute façon d'avoir un logement qui énergétiquement est très consommateur, mal isolé, peut induire des pathologies. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième facteur important lié à l'habitat. Enfin, le dernier point, non des moindres, sur la mobilité et les équipements. Là, c'est un ensemble d'indicateurs qui vont travailler d'abord sur la possibilité des populations à se mouvoir, donc notamment sur les mobilités actives, mobilités douces, vélo, cycle. Donc là, effectivement, ce sont des facteurs qui ont des effets directs sur l'état de santé des populations. C'est de la prévention sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, mais pas que, lutte contre l'obésité également. Enfin, on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre ces éléments.
C'est aussi la question de l'accessibilité justement aux équipements donc, qui permettent l'insertion sociale, qui permettent l'offre de loisirs, de culture, etc. Mais aussi l'accessibilité aux équipements de soins, donc les maisons de santé, l'offre hospitalière, etc. Et donc là, on va aborder la question après, mais ce sont des éléments comment dire, qui vont avoir un effet particulier sur l'organisation territoriale. Donc, on va parler de pratiques modales, on va parler d'équipements de loisirs, du réseau associatif, notamment pour les équipements. Réseau associatif qui, on va le voir, a un effet important sur les questions psychosociales. Les partenariats en cours ou à développer, on a effectivement un enjeu sur l'accès à l'information pour pouvoir monter ces indicateurs avec le lien avec la caisse d'allocation familiale, la CAF aujourd'hui, et puis des réflexions en cours pour essayer de tisser des relations avec la caisse primaire d'assurance maladie également. Quelques exemples d'intégration de ces indicateurs dans la réflexion. Ici, c'est l'exemple du contrat local de santé pour Orléans Métropole. Donc là, on est sur deux indicateurs qui sont des indicateurs plutôt démographiques, donc sur l'organisation de la population, et là en particulier les ménages, hein, c'est les deux cadres noirs. Et puis un dernier sur l'offre de loisirs et de culture. Donc le premier, on voit bien la question autour de la composition des ménages. Et en analysant cette composition des ménages, on peut effectivement repérer les populations qui peuvent être en situation de fragilité, alors que ce soit les populations âgées, ou que ce soit les populations jeunes, et notamment les ménages monoparentaux avec enfants. Donc là, en l'occurrence, c'est un ménage sur 10 est une famille monoparentale. Donc, vous avez aussi d'autres statistiques qui sont posées sur le territoire métropolitain. Et ça, ce travail-là, aujourd'hui, il est effectivement faisable à l'échelle des territoires de l'Orléanais. Le deuxième indicateur démographique, c'est sur les catégories socio-professionnelles des ménages, où là, effectivement, on peut repérer des évolutions sociétales importantes, notamment, sans surprise, la part des retraités, mais qui représentent un poids de population, un poids de ménage important sur le territoire. Retraité, ça veut dire plus de 60 ans. Ça veut dire aussi une avancée dans l'âge où ce sont des moments de la vie où on va avoir recours de plus en plus souvent à la santé ou à l'offre de soins. Donc, ces indicateurs sont effectivement importants pour bien comprendre de quoi les populations vont avoir besoin sur le territoire à terme. Et puis, je termine sur l'offre de loisirs et de culture. Alors, c'est effectivement un indicateur pour nous qui est important puisqu'il renvoie, alors là, en l'occurrence, au nombre enfin, la population qui a accès au club sportif, hein, qui est licenciée en club sportif. Donc, on voit bien le lien avec sport santé. On voit bien aussi une statistique qui est tout à fait intéressante. Hein, c'est 25% de la population à peu près qui pratique du sport en club, donc qui est licencié. Donc, licencié, ça veut dire deux choses. Un pratique en club et licence, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire une pratique encadrée. Donc, déjà, en termes de prévention, on a un élément important. Et puis ensuite, en question psychosociale, c'est effectivement le fait que les populations vont vivre en société, hein, en étant en club, donc diminuer le risque d'isolement et de problématiques psychosociales. Alors, je disais rapidement qu'on a un enjeu sur l'organisation territoriale. Hein. On a balayé des indicateurs un peu génériques finalement sur l'état de santé des populations et la façon dont leur environnement effectivement influe. L'autre élément pour nous qui nous paraît clé, c'est effectivement d'observer la géographie de la répartition de l'offre de santé sur le territoire. Alors, c'est autant l'offre d'équipements de façon générale. Donc, l'agence aujourd'hui a un observatoire des équipements qui positionne les équipements sur les territoires de l'Orléanais. Et en particulier, autour des questions de santé, donc de la répartition de l'offre de santé.
pour nous, il y a un enjeu qui est très important, c'est la question de l'accessibilité que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ensuite, la question des interactions des territoires entre eux par rapport à cette offre de santé. Comment les populations vont devoir se déplacer dans le territoire en fonction de la répartition des médecins, des maisons de santé, de l'ensemble de l'infrastructure de l'offre de soins. Alors, en particulier, ici, vous avez une cartographie un petit peu abrupte, mais je vous la commente très, très rapidement. Vous avez ici une cartographie qui représente les mouvements de patientèle des 0-3 ans sur les territoires de l'Orléanais. Donc, un point, c'est une offre de soins. Et un trait, c'est un flux de patients, d'au moins 10 patients sur le territoire. Donc, on voit bien les effets de concentration, déconcentration, et on voit bien aussi par moments des effets de distance parcourus par les populations pour pouvoir avoir accès à cette offre. Alors, donc vous comprenez bien ici toute la question et tout l'enjeu pour l'organisation territoriale, pour nous qui est extrêmement important en tant qu'urbanisme et qui fait le lien avec la problématique urbanisme favorable à la santé. On élargit l'acception de l'urbanisme et on passe à un territoire élargi. Mais on voit bien l'influence de cette répartition sur l'ensemble des mouvements et de l'accessibilité au territoire pour les populations. Et quand on fait le lien avec les prérogatives publiques, notamment des élus, des collectivités, avec par exemple l'organisation des mobilités sur leur territoire, ben, effectivement, on peut se questionner, en tout cas positionner des enjeux sur la façon de répartir cette offre et la corréler à l'offre de mobilité des territoires. Donc, observer et animer la gouvernance, pour nous, c'est extrêmement important, surtout quand on voit que les acteurs ont des géographies d'intervention différentes. La carte la plus à gauche, c'est l'organisation territoriale posée par les différents schémas de cohérence territoriaux à l'échelle des territoires de l'Orléanais. Donc, les couleurs des communes les plus foncées, ce sont les polarités les plus importantes. Et puis, quand on décroît dans les couleurs, ça montre l'importance plus ou moins forte des communes dans la structuration des territoires. Et la question qui va nous préoccuper, c'est effectivement de savoir dans quelle mesure cette volonté d'organiser le territoire par les collectivités au travers du SCOT est corrélée avec la logique d'offre et d'organisation de la santé qui est développée par les autres partenaires. Donc, que ce soit au travers de la coordination des médecins par les CPTS, donc premier point. Deuxième point d'influence également, nous semble-t-il, c'est dans le rôle de l'ARS dans l'organisation du territoire et notamment dans la définition des zones d'aménagement prioritaire, des zones d'intervention prioritaire, pardon, les ZIP, et puis les zones d'accompagnement complémentaire, les ZAC, qui définissent des modalités d'aide à l'implantation des médecins dans les secteurs géographiques, dans les communes. Et donc de voir comment ces éléments interagissent et fabriquent quelque part une géographie fonctionnelle en matière d'accès physique des populations à l'offre de soins. Le deuxième point sur la gouvernance qui nous paraît extrêmement important, c'est bien comprendre et bien positionner le rôle de chacun. Aujourd'hui, dans le système d'observation, je n'ai pas mis tous les acronymes dans le schéma, mais il y en a encore d'autres. Il y a plein d'intervenants. Alors effectivement, on a les habitants au cœur du système, mais aujourd'hui, comment tout cela fonctionne, comment tout cela interagit et comment on arrive effectivement à trouver une logique de fonctionnement globale qui réponde finalement aux prérogatives de chacun. Et bien pour nous, c'est extrêmement important et il nous semble être d'enjeu de pouvoir dessiner avec l'ensemble des acteurs cette cartographie pour la rendre compréhensible pour tous. Voilà. Donc, c'est des prérogatives d'organisation qui sont différentes, des fonctions de disposition législative qui sont spécifiques à chacun des acteurs. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence, il y a vraiment la question de trouver un système complètement efficient, notamment par rapport à une problématique clé qui est la gestion d'un manque. Voilà. Donc la gestion du manque, ça ne peut pas s'effectuer chacun en tirant de son côté ou dans une concurrence communale comme on peut l'observer à l'échelle nationale aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au territoire de l'Orléanais. Voilà, cette concurrence, elle s'exerce de partout.
il faut vraiment arriver à trouver cette logique de coordination. Et c'est l'actualité finalement par rapport à cette logique de coordination, puisque je refais le lien avec l'introduction qu'a fait Géraldine. C'est effectivement aujourd'hui le CNR Santé qui pose ces enjeux de coordination des forces d'action sur la santé à l'échelle nationale et pour ce qui nous concerne sans doute à l'échelle locale. Donc voilà globalement la présentation du système. Alors je vais laisser réagir, je ne sais pas si c'est connecté monsieur Le Goff. Oui, alors, Monsieur Le Goff, votre intervention va nous intéresser en ayant effectivement présenté nos objectifs d'observation à l'agence d'urbanisme, hein, centrés sur les questions d'indicateurs, sur les questions de présence de praticiens, sur le rôle des différents acteurs dans ce schéma très important de la santé. Et vous, Monsieur Le Goff, vous êtes élu en charge de la santé dans votre communauté de communes. Je vous laisse effectivement intervenir pour présenter quels sont vos objectifs en tant qu'élu sur votre mandat. Monsieur Le Goff, alors, je pensais qu'il était avec Madame Lachec. Il n'est pas avec moi. Ah mince, nous avons peut-être un problème de connexion. Je pensais vous trouver tous les deux ensemble à l'écran. Non. Alors, justement, alors peut-être, Madame Lachec, vous pouvez peut-être prendre le relais. Vous êtes technicienne en charge du contrat local de santé au PETR Forêt d'Orléans Loire-Sologne. Donc, une feuille de route sur la santé qui, je dirais, normalement brasse très, très large sur les questions de santé également. Si vous voulez bien nous présenter votre feuille de route et puis les objectifs que vous poursuivez. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Ça arrive, c'est bon, merci. Si vous voulez passer, ouais. Voilà. Hop. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter un peu le contrat local de santé du PETR Forêt d'Orléans Loire-Sologne. Alors d'abord, un contrat local de santé, c'est un contrat de 3 ans qui est signé entre l'État, la région, l'agence régionale de santé et une ou plusieurs collectivités territoriales. Donc c'est un projet qui est structuré tout d'abord autour d'un diagnostic local de santé qui a été réalisé par l'Observatoire régional de la santé et qui est du coup partagé. Les acteurs du territoire participent au diagnostic de santé, surtout sur la partie qualitative. Donc, ça permet de faire vraiment ressortir les problématiques de santé sur le territoire et d'élaborer le plan d'action en fonction de ces problématiques de santé. Donc, le plan d'action d'un CLS, il est vraiment co-construit avec les acteurs du territoire et les partenaires du contrat local de santé. Et à la fin des 3 ans, le CLS est évalué du coup sur toutes les actions qui ont été menées sur 3 ans. Donc un CLS, c'est vraiment une approche globale de la santé qui porte sur les déterminants de la santé, donc vous pouvez les voir sur le côté droit. Donc ça porte sur la prévention, l'accès aux soins, mais aussi les comportements individuels, les habitudes de vie, de travail, sur l'environnement, le système de santé. Et les objectifs principaux d'un CLS, c'est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de consolider le partenariat local sur les questions de santé. Alors, pour que vous puissiez un peu vous visualiser le territoire du contrat local de santé, donc c'est sur le PETR qui est composé de 4 communautés de communes. Donc, on a la communauté de communes de la Forêt, des Loges, du Val-de-Sully et des Ports de Sologne. Donc, ça correspond aux territoires qui sont à l'est et au sud de la métropole d'Orléans. Alors, les partenaires du CLS, donc là, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les partenaires du contrat local de santé. C'est vraiment, ça représente en fait les grandes familles d'acteurs du CLS, mais c'est pour que vous puissiez voir un peu tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre du contrat local de santé ou au suivi du contrat local de santé.
Donc, au niveau des grandes familles d'acteurs, vous avez les grandes institutions, donc l'ARS, la région, l'État, le conseil départemental et aussi la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, les petites étoiles qui sont à côté de certains acteurs, ce sont les signataires du contrat local de santé. Donc, vous avez aussi, bien sûr, les collectivités territoriales avec les communautés de communes et les communes. Tout ce qui est en fait le milieu médical, le système de santé, donc les professionnels de santé, les structures médico-sociales et sociales, les communautés professionnelles territoriales de santé et les exercices regroupés, donc MSP, centre de santé, équipe de soins primaires, la Fédération des maisons et des pôles de santé et aussi le PSM Georges de Maison. Et les acteurs de la santé, donc là, plutôt dans la prévention et la promotion de la santé. Là, vous pouvez retrouver la CEPAM, par exemple, la FRAPS, et aussi les mutualités. Donc là, tous ces acteurs, en fait, sont intégrés dans la réflexion du programme d'action du contrat local de santé. Et ils font aussi partie, du coup, c'est en fait des partenaires pour mettre en œuvre, pardon, les actions du contrat local de santé. Donc, c'est vraiment un travail en réseau et de mise en réseau et de coordination de tous ces acteurs pour améliorer en fait la santé de la population sur un territoire donné. Donc, un CLS, c'est vraiment un contrat qui s'adapte aux spécificités du territoire. Alors, le programme d'action du CLS du PETA, donc il faut savoir qu'il a été signé en juillet de cette année pour 3 ans, donc jusqu'en 2025. Il y a 3 axes stratégiques et 9 fiches actions. Donc, les 3 axes stratégiques, c'est l'attractivité du territoire pour encourager l'installation et le maintien des professionnels de santé et améliorer l'accès aux soins, la mise en place des actions de prévention et de promotion de la santé et développer un environnement favorable à la santé. Donc, sur l'axe attractivité du territoire, donc le CLS travaille beaucoup avec les CPTS, vu qu'elles ont aussi dans leur mission développer l'attractivité du territoire. Donc, c'est vraiment des actions qui sont en collaboration avec les CPTS, aussi pour ne pas faire doublon et vraiment mener nos actions en complémentarité. Donc, dans ce premier axe, on retrouve proposer des conditions de travail et d'accueil attractives pour les professionnels de santé, favoriser aussi l'émergence de la télémédecine et améliorer l'accessibilité aux structures de santé via les transports. Donc, vu qu'on est sur des territoires ruraux, les populations du coup de ce territoire éprouvent souvent des difficultés à se déplacer. Il y a très peu de transports en commun et ça peut être aussi compliqué pour les populations du coup âgées ou en perte d'autonomie. Sur le deuxième axe, mise en place des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc, on a 3 grandes thématiques. La première, c'est mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation sur la santé mentale, promouvoir la pratique d'activité physique et soutenir les actions menées en prévention des addictions. Donc là, sur cette dernière action, c'est plus soutenir du coup les actions qui sont déjà menées par des associations spécialisées. Donc le CLS ne va pas mener des actions en addiction, c'est vraiment soutenir les associations qui sont déjà présentes sur le territoire ou justement faire en sorte que plus d'associations mènent des actions sur les territoires ruraux. Et le dernier axe, donc développer un environnement favorable à la santé. Donc, améliorer le cadre de vie de la population. Donc là, c'est des actions plus en lien avec la qualité de l'air, surtout la qualité de l'air intérieur et l'habitat. Sensibiliser à une alimentation saine. Donc là, c'est plutôt sur des populations, familles, enfants. Et sensibiliser aux conséquences du changement climatique en priorité, sensibiliser
les élus du territoire au changement climatique et comment une collectivité territoriale peut agir en faveur du changement climatique. Donc, c'est bon pour moi. Merci Madame Lachec d'illustrer par cette feuille de route vers les collectivités ce que l'on avait vu tout à l'heure avec Hervé Olivier, hein, les déterminants de la santé se retrouvent bien dans l'ensemble de ces 9 axes traités pour accompagner en termes de prévention les populations face à de futurs problèmes de santé. Merci pour cette illustration. Je vais du coup passer la parole à Monsieur Le Goff à présent, qui nous a rejoint. Donc, Monsieur Le Goff, nous avons fait la présentation de notre observatoire en montrant effectivement les diversités d'actions nécessaires pour assurer la santé des populations à partir de ces déterminants. Et j'avais précisé que vous aviez une vice-présidence en charge de la santé dans une communauté de communes, pour moi, qui est une vice-présidence assez singulière. Et je vous laisse donc présenter votre mission et vos objectifs de mandat sur les questions de santé. Très bien, je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Oh, très bien. Excusez mon retard, mais on m'avait envoyé un mauvais lien. Ah, donc, depuis une demi-heure, je tourne un petit peu en rond, mais bon, le problème s'est réglé. Hein, voilà. Bonjour à tous. Hein. Donc, je suis le maire de la commune de Tigy et vice-président délégué à la santé pour la communauté de communes des Loges. Voilà. Alors, vous avez précisé dans votre présentation qu'il y avait une singularité, je ne sais pas laquelle, et on verra à l'issue de mon propos s'il y a quelque chose de singulier ou pas finalement. Je crois que notre communauté de communes a en gros les mêmes préoccupations, bien entendu, hein, que les autres communautés de communes. C'est d'essayer de lutter contre la désertification médicale et de prendre toutes les dispositions qu'elle peut pour favoriser l'installation de professionnels médicaux, mais aussi paramédicaux, en fait, sur le territoire. La première chose que nous avons fait à la communauté de communes l'année dernière avec la commission de santé, c'est d'élaborer un petit observatoire, hein, modeste mais utile, des professions existantes sur le territoire de la communauté de communes. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a 273 professionnels de santé, paramédicaux, médicaux, paramédicaux, et puis des professions associées autour, hein, les ostéopathes, les sophrologues, etc., mais qui ne sont pas inscrits dans le code de la santé en tant que tel. Et nous avons fait une petite cartographie en fait de leur implantation sur le territoire. Je crois que l'idée pour essayer de définir une politique, c'est d'avoir une bonne base d'observation, alors plus ou moins approfondie. Hein. Chez nous, elle est modeste, mais suffisante pour ce que l'on veut faire. Et à partir de là, parallèlement à cela, on a réfléchi, notamment en regardant les cartographies, à la structuration de l'offre. Donc ça nous a amené à définir plusieurs objectifs pour notre politique en matière de santé, qui a été adoptée par délibération du Conseil communautaire en juin dernier, après, on va dire, 9 mois de travail à peu près, de la part de la commission et des allers-retours entre les communes et la communauté de communes, puisque cet observatoire, les informations ont été fournies par les élus. On est parti du principe que les élus connaissaient leur territoire communal et qu'ils pouvaient nous dire quels étaient les professionnels de santé installés sur leur territoire, avec une idée sur leur ancienneté dans le territoire et une petite idée sur le temps professionnel qu'il leur restait à vivre sur le territoire, pour pouvoir une petite projection sur l'avenir des départs qui seraient à venir. C'est comme ça qu'on sait que, en gros, si on prend l'ensemble des professionnels, il y en a un tiers qui, dans les 10 ans, ne seront plus des praticiens de santé. Hein.
sauf peut-être même avant s'ils partent, mais on ne tient pas à ce qu'ils quittent le territoire. Et comme ça nous donne des chiffres quand même assez parlants, en fait, pour les élus, j'insiste. Sur la communauté de communes, on s'est aussi intéressé évidemment à l'équipement existant, à l'équipement même de la CCL. Donc, je ne sais pas si tout le monde la situe à peu près, la communauté de communes des Loches, mais elle a une partie nord qui était la partie, on va dire, historique de la communauté de communes, bien que la commune de Jargeau, depuis le début, soit dans cette communauté de communes, et puis une partie sud qui était l'ancienne communauté de communes Valsol. Voilà, oui, je vois qu'il y a une petite carte qui apparaît. Donc, c'est une CC qui est à cheval sur la Loire, avec, on va dire, un nord et un sud, pour faire très, très bref. Mais il y a aussi un axe ligérien, en fait. Et il y a trois communes qui étaient, je repars, moi, du nouveau mandat, en fait, qui étaient déjà là. C'était là, à Châteauneuf-sur-Loire, la maison de santé pluridisciplinaire, la MSP de Châteauneuf. Il y avait la MSP de Sandillon, une ex-Valsol. Et puis, il y a eu le projet du Centre régional de santé avec la région. Si bien que par rapport à la communauté de communes, on a une sorte d'épine dorsale en santé qui sont la MSP à Châteauneuf, le Centre régional à Jargeau et la MSP à Sandillon. Et les deux pôles majeurs sont, avec leur bassin de vie, Châteauneuf et Jargeau. Donc, il faut qu'on procède en fait à l'extension des deux MSP de Châteauneuf et Sandillon. Et c'est le projet qu'on a mis en œuvre là. On est en train de travailler dessus. Alors, il y a une particularité. Parfois, les circonstances aident, donc c'est le cas. Au sein de la MSP de Châteauneuf, il y avait le CIHL qui était installé, la médecine du travail. Et on a proposé au CIHL de déménager et de s'installer sur un pavillon que l'on a sur le siège de la communauté de communes. Donc, il y a eu de longues discussions, mais pas trop longues finalement, puisque maintenant, le CIHL a fait l'acquisition de ce pavillon et s'engage dans les travaux. Ce qui va permettre, dès que le CIHL s'installera, de dégager tout de suite 4 cabinets au sein de la MSP de Châteauneuf, sans qu'il y ait besoin de procéder à des investissements en construction. Donc, c'est une double démarche qu'il y a eu en fait. Et on a ramené un peu aussi le centre de santé. En étant au siège, il est beaucoup plus proche de la zone d'activité de Châteauneuf. Donc, c'est une implantation qui leur convenait tout à fait. Pour Sandillon, la problématique à laquelle on est confronté, c'est l'acquisition du foncier pour faire l'extension de la MSP. Sandillon est une commune qui est en pleine zone de PPRI, donc est très contrainte sur le plan du foncier. Mais ça va se faire. Donc là, on va pouvoir créer 300 mètres carrés. On va en gros pratiquement doubler la MSP, quoi, en fait. Et quand on centre régional de santé à Jargeau, on a fait l'acquisition d'un bâtiment en centre-ville, près des Mailles, à Jargeau, et on est en train de travailler sur sa restructuration. Donc, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a déjà des médecins qui exercent dans le centre régional. Donc, la communauté de communes a acheté un autre bâtiment sur Jargeau pour les installer provisoirement pendant 18 mois ou 2 ans, le temps que les travaux de MSP se fassent. Mais bon, cette ossature-là, ça y est, je veux dire, elle est bien posée. On travaille dessus. À terme, d'ici 2 ans, 2 ans et demi, l'ensemble sera consolidé. Après, la préoccupation qu'on avait, c'était sur les pôles secondaires. Là, on suit un peu le SCOT du PETER en faisant ça. Donc, les pôles secondaires pour lesquels il faut être attentif à ne pas avoir de déperdition des installations médicales ou paramédicales existantes. Donc, on a travaillé sur une enveloppe. Alors, pour les 3 projets, pour donner un ordre d'idée, on a 1,5 million. On devrait pouvoir tenir dedans pour les pôles
majeur. Et on a voté une enveloppe au projet de territoire de 600 000 € pour, sur le mandat, pouvoir faire des soutiens aux communes pour, on va dire, sauvegarder ou améliorer des locaux à vocation médicale ou paramédicale. Alors, autant sur l'ossature, c'est la compétence pleine de l'ACC et les MSP, les centres régionaux, les locaux appartiennent à la communauté de communes, autant le deuxième axe, c'est sur initiative des communes. C'est-à-dire, c'est en fait, c'est pour mobiliser tout le monde. Hein. On fait ça et que tout le monde soit impliqué dans la démarche. Donc, alors il y a plein de projets, plus que l'enveloppe, hein, bien entendu, vous en doutez, mais tout le monde a été intéressé en fait par cette démarche-là. L'autre préoccupation que l'on avait, c'était l'accès à la santé, et on a engagé une étude de mobilité en matière de santé pour essayer de comprendre comment les gens y venaient en MSP ou comment ils venaient dans les cabinets infirmiers, kinés, etc. Est-ce qu'ils venaient en voiture? Est-ce qu'ils conduisaient toutes seuls? Est-ce que quelqu'un les amenait? Est-ce que c'était un taxi, etc. Donc l'étude est en cours. Hein. Les premiers, ce qui semble se dessiner, c'est que, on va dire, il y a 85% de gens qui n'ont pas de problème pour accéder physiquement. Après, il y a un 15% sur lequel on est en train d'approfondir pour comprendre ce qu'il y aurait lieu de faire. Il ne semble pas que ce soit une solution type bus itinérant, pas ce type de service. En fait, on en saura un peu plus dans 3-4 mois. À la fin de l'année, on aura les conclusions complètes. Hein. Puis avec le comité de pilotage, on va étudier comment on peut en fait améliorer l'accès aux soins. Alors, je parle de l'accès matériel, je parle pas des aspects administratifs et financiers. L'autre, c'est bien beau hein, d'avoir des équipements, d'y faire venir des gens, mais enfin, il faut avoir des professionnels dedans. Je pense qu'on a tous ce même, il y en a évidemment tous ce même problème. Et donc, on a voté un règlement d'aide pour le recrutement et l'installation de nouveaux médecins sur le territoire. Alors, c'est une aide qui existait à la communauté de communes de longue date déjà, hein, qui était une aide de 24 000 € pour une installation sur 5 ans. Elle a été ramenée à 15 000. Autour de cette aide, il y a débat. Parce que un certain nombre d'élus, et moi je le comprends, trouvent qu'on monétarise un peu trop la santé, en fait. Et j'ai vu sur le site de l'Association nationale des communautés de communes de France, des communautés de communes qui ont commencé à faire des chartes où tout le monde s'interdit d'apporter les aides, en fait, pour qu'il n'y ait pas créé la concurrence entre communautés de communes. Ceci étant, le constat concret, réaliste que l'on peut faire, ce n'est pas l'aide qui détermine l'avenir. C'est un plus qui est apporté pour acheter du matériel ou avoir une aide au loyer, mais ce n'est pas l'élément déterminant de la venue des médecins. Les éléments déterminants, vous les connaissez, je pense, tous comme moi. Maintenant, c'est que les médecins préfèrent travailler en collectif plutôt que seuls. Les médecins ne veulent plus faire des horaires comme on en faisait auparavant. Ces éléments, je crois que c'est ces éléments-là qu'ils regardent. Et évidemment, il y a aussi les éléments familiaux. Quels sont les équipements autour en matière de scolarité, de garde d'enfants, de loisirs, quel est l'accès? Est-ce que c'est facile de venir dans cette ville-là ou là où on veut s'installer ou pas, en fait. Alors après, on trouve quand même parfois, hein, pas des marginaux, mais des minoritaires, on va dire, qui aiment bien la campagne. Et là, il y a un médecin qui s'est installé dans l'une de nos communes. C'est volontaire, hein. C'est quelqu'un qui veut travailler plutôt avec des gens âgés et plutôt en milieu rural. Bon, ben, ça existe encore, ces médecins-là. Donc là, c'est tout les 4 objectifs faits
qui sont assez importants et qui fonctionnent pas, enfin, vers lesquels on va pour l'instant, qui ne fonctionnent pas trop mal. Ensuite, il y a d'autres objectifs dans notre politique de santé. Enfin, c'est toute l'interrogation qu'on a autour de la téléconsultation, enfin de la télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, etc. Et comme on a décidé, c'est pareil dans le projet de santé, d'établir un partenariat fort avec la communauté professionnelle et territoire de santé, on est sur un axe de dire que l'expertise en matière de choix pour la télémédecine, c'est sur la CPTS qu'on s'appuie. Parce que c'est elle qui, je veux dire, a le regard sur les diverses manières d'exercer la télémédecine. C'est elle aussi qui sait que ce n'est pas non plus un emballement total de la part des médecins actuels pour aller vers la télémédecine, qu'il faut y aller pas à pas. Donc, on a pris une mesure simple pour l'instant, après discussion avec la CPTS et notamment son animatrice, Madame Barré. Pour l'année qui vient, on va aider à l'équipement en une mallette de télémédecine, notamment pour les cabinets infirmiers. Parce que tout le problème pendant la télémédecine, on a beau avoir la mallette, il faut des médecins au bout. Donc là, on est en train de travailler et c'est la CPTS qui choisira en fait le prestataire en fait avec sa plateforme et nous, on aidera à l'acquisition du matériel. Et il est prévu une expérimentation de 6 mois dans un cabinet infirmier et une expérimentation de 6 mois dans une maison de retraite. Et à partir de cette expérimentation, on verra de quelle manière il peut y avoir une généralisation de cette aide auprès des professionnels sur la base d'un projet que pour l'instant, nous, on fait toujours valider par la CPTS. Parce que, évidemment, on est destinataire de plein de sollicitations et je crois que là, pour ne pas répondre dans tous les sens et à tout moment et se retrouver coincé à la sortie, il vaut mieux toujours accompagner, je veux dire, ces projets-là par l'expertise. Donc la CPTS, j'en ai parlé, on travaille très régulièrement avec. Dans un premier temps, on a imaginé une convention de partenariat, puis finalement, au sein de la CPTS, il n'y a pas eu forcément un emballement pour signer une convention de partenariat, qui était une convention, il s'agit de signer des principes, hein, ce n'était pas des engagements forts. Mais bon, ça viendra peut-être, mais l'essentiel, c'est de travailler avec la CPTS, hein, même s'il n'y a pas le papier convention de partenariat. Il faut être pragmatique, en fait. Ce qui nous paraît important aussi, parce que c'est plutôt l'approche globale de la santé, c'est de soutenir les actions de prévention. Parce qu'on s'aperçoit que, je veux dire, le curatif est souvent appelé des fois un peu tard, et on s'aperçoit que la prévention permet une bonne prévention de diminuer, c'est ce qui est dit, ce qu'on voit dans les articles, d'environ 20% la fréquentation des cabinets médicaux, et surtout de ne pas avoir évité que les gens dégradent leur santé, faute de prévention. Donc, ce qu'on a dit, et on le dit aux acteurs de prévention, s'il y en a là qui sont présents, mais on l'a dit surtout à la CPTS, nous, on soutiendra les actions de prévention. On ne va pas faire un programme de prévention, mais on soutiendra les programmes de prévention qui viendront sur les territoires, qui seront portés par les spécialistes. Donc ça, c'est… Alors, on a deux manières essentielles. Après, il y en a une troisième aussi. La première, c'est très souvent, les acteurs de prévention ou la CPTS, leur problème, c'est de trouver un lieu, c'est de trouver une salle, c'est de trouver un écran avec un vidéoprojecteur, c'est de trouver… Donc là, une communauté de communes est bien placée avec ses communes pour ouvrir ses portes et faciliter, en fait, ces actions-là sur tout le territoire, même dans les petites communes. Et puis évidemment, le deuxième axe, c'est un peu un soutien financier. Mais très souvent, bien sûr, les
ceux qui portent des projets de prévention ne diront jamais non à un soutien financier. Ce n'est pas forcément leur demande première. Leur demande première, c'est d'aider à ce que ça se développe, en fait, la prévention sur le territoire. Et puis, on a pris toujours dans le domaine un peu préventif, mais là, purement à l'échelle de la CCL, on s'est aperçu qu'il y avait à droite, à gauche, sur le territoire de la CCL, des parcours de santé, que les communes avaient des projets, etc. Mais pour des petites communes, c'était un peu lourd en matière financière, etc. Donc, on a voté un règlement d'aide pour la réalisation de parcours de santé dans les communes, en fait, de la communauté de communes. Et l'un des critères, c'est, en fait, plus la commune est petite, plus elle est forte. Là, c'est l'idée en fait, de la solidarité, un peu. Tout le monde a le droit d'avoir accès à un parcours de santé. Donc, partout où il y a une initiative de la commune, là encore, il faut qu'il y ait une initiative de la commune, la CCL vient aider. Puis, enfin, pour boucler, en plus, on essaye autant que faire se peut, parce que tous, comme vous êtes là, comme moi, on court après le temps. Mais on essaye de participer, comme ce matin, à des choses comme ça, ou à des réunions à la région, ou à des réunions au CHRO, pour essayer de comprendre comment les professionnels se posent les problèmes, voir comment, à l'échelle de notre CC, on peut être, on est peut-être des freins, donc il faut qu'on déverrouille un peu, ou comment on peut soutenir, aider, accompagner. Enfin, il n'y a rien de vraiment innovant, hein. Je pense que tous les élus ont ça en tête. Nous, on a réussi peut-être, hein, je ne sais pas par rapport aux autres, sur la première année, là, vraiment à ramasser ça. Et maintenant, on a on a un guide, en fait, hein, jusqu'à la fin du mandat pour travailler. Et on fait une évaluation annuelle. Au moment, l'observatoire que l'on a mis en place, on le revoit tous les ans. On revérifie. Là, on va procéder bientôt à revérifier tous les chiffres de l'observatoire. Et en même temps, on fait un peu un bilan de où on en est où par rapport à nos objectifs. Ça va venir là. Voilà ce que je pouvais vous exposer. Merci, monsieur Le Goff, de ce retour d'expérience. Alors, effectivement, je disais que votre mission était singulière parce qu'effectivement, des vice-présidents à la santé, il n'y en a pas dans toutes les communautés de communes. D'accord. Les codes des collectivités territoriales ne visent pas cette compétence Oui. vers ces structures-là. Et on Oui. voit bien que légitimer une vice-présidence sur ce sujet-là vous permet aussi d'avoir une capacité d'action, je pense, et une capacité d'animation des élus autour de vous et puis des acteurs locaux sur cette question qui est pour vous prioritaire sur la communauté de communes, vu que vous en avez fait une vice-présidence. Je vais du coup laisser la parole à Madame Charlotte de Fongalan qui va pouvoir intervenir par rapport aux interventions de ce matin vis-à-vis des deux expériences qui viennent nous être montrées de collectivités qui travaillent, je dirais, de manière assidue à essayer de trouver des solutions pour apporter, comme disait Monsieur Le Goff, un praticien au bout de la mallette. Vous représentez donc l'Union régionale des professionnels de santé. Quelle est votre réaction? Quelle est votre mission, vous, par rapport à ces collectivités et plus globalement par rapport à vos praticiens? Merci de votre intervention. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Moi, ma première réaction, ça serait peut-être de se dire, finalement, malgré toutes les difficultés dont tout le monde a conscience, parce que vous l'avez dit, on manque de professionnels, ils ne vont pas arriver par magie, on ne va pas les inventer, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Je trouve ça très réconfortant d'entendre en fait le même discours partout, c'est-à-dire que tout le monde a conscience qu'il faut se coordonner, qu'il faut travailler ensemble, que c'est en travaillant main dans la main qu'on arrivera au bout des difficultés, puis à imaginer, à innover, à inventer. Et donc, je trouve ça assez réconfortant. Peut-être juste me permettre de vous présenter rapidement ce qu'est l'URPS, parce que en fait, j'ai peur que pour beaucoup de personnes, ça soit très obscur. L'Union régionale des professionnels de santé, donc c'est une association de 1901 qui est ce sont des associations qui ont été créées par la loi HPST de 2009. À partir du constat que finalement, en termes de représentation des professionnels de santé libéraux
finalement, c'était compliqué parce qu'à part les syndicats, il n'y avait pas quelque chose qui était très construit. Donc, aussi bien pour les tutelles de santé que pour l'organisation du soin, il y a eu cette volonté d'organiser les professionnels de l'ambulatoire. Et donc, vous avez une URPS par profession de santé, c'est-à-dire qu'il y en a 10 dans chaque région. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les professions de santé du Code de santé publique, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, justement pas les ostéopathes, les kinés, etc., les sages-femmes. Et donc, dans la région centre, ces 10 URPS sont regroupés au sein de la fédération des URPS, puisque vous l'avez dit également, aujourd'hui, les jeunes professionnels, quelle que soit leur profession, un médecin, paramédicaux, ils ont une envie, c'est de travailler ensemble de façon coordonnée et plus de façon isolée. Aujourd'hui, alors, à titre personnel, mon rôle au sein du RPS, je suis géographe de la santé, donc j'étais très sensible à tout ce qui a été présenté, puisque en fait, les médecins donc, qui ont décidé de mon embauche l'ont fait en ayant conscience qu'en fait, au-delà de la question de quantité de médecins, il y avait vraiment des enjeux qui se posaient et qui débordaient largement le champ du soin et de la santé, et que pour prendre en charge une population, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Ceci étant dit, l'URPS a quand même un champ d'action qui est défini par la loi, donc qui est assez cadré, donc qui est de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et sa mise en œuvre. Et plus particulièrement, depuis quelques années, c'est de faire le lien avec les CPTS. C'est-à-dire que la Fédération des URPS a mandaté l'URPS médecin pour accompagner la création des CPTS sur le territoire de la région, des ESP, donc c'est des équipes de soins primaires, et toutes en fait des thématiques pluriprofessionnelles qui visent à la coordination des professionnels de santé sur le territoire avec un unique objectif, c'est de finalement assurer une meilleure qualité de vie au travail des professionnels de santé pour pouvoir mieux soigner la population. Donc le constat est le même que celui qui a été fait par un petit peu tous les intervenants. On a une démographie qui est largement déficitaire depuis de très nombreuses années. Malheureusement, ce n'est pas fini, puisqu'on a une grande partie des soignants qui ont plus de 50 ans, et donc on sait dans les années à venir qu'il va y avoir plus de départs à la retraite que de nouveaux soignés, malgré l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans, parce que ça prend de longues années pour former des médecins. Voilà, finalement, on a aussi en face de nouvelles aspirations des jeunes soignants qui ne veulent plus travailler comme leurs prédécesseurs, qui veulent travailler en exercice coordonné avec des projets pluriprofessionnels. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Donc, l'URPS médecin travaille sur plusieurs axes de travail. Donc, on a l'accès aux soins, la continuité des soins aussi, et la e-santé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on accède aux soins, comment on fait pour être soigné à toute heure du jour, de la nuit, pendant les vacances, pendant les congés. La e-santé, donc vous en avez parlé aussi, comment on fait pour proposer une offre de soins sans désorganiser ce qui se passe au tissu local, puis surtout en faisant en sorte que, une fois qu'on a eu une téléconsultation, on puisse être soigné derrière, et si possible à proximité de son domicile, et donc pas avec un médecin qui vous a vu et qui est à l'autre bout de la France. Donc l'URPS médecin s'occupe aussi de tout ce qui est exercice coordonné, et puis aussi des modalités d'exercice des professionnels de santé, de la qualité de vie au travail. Donc, pour vous donner quelques exemples, on travaille beaucoup avec l'assurance maladie et l'ARS, donc à la fois parce que voilà, on pense que tout ce qui est coordonné permet d'avancer dans le même sens et d'aller plus vite et plus loin surtout. On travaille sur, alors on a une réflexion sur des questions de fond, par exemple, voilà, au-delà de la densité et de la répartition des médecins. Est-ce que les médecins qui sont là permettent de répondre aux besoins de santé de la population? Parce qu'on sait que d'un professionnel de santé à l'autre, ils n'ont pas forcément le même niveau d'activité, le même rythme de travail. Donc, c'est vraiment essayer d'aller regarder du côté de la population quels sont les besoins de soins et comment on peut y répondre. Essayer du coup de quantifier le nombre de médecins manquants pour répondre aux besoins de santé de la population, d'identifier les territoires les plus en souffrance et du coup d'avoir vraiment cette réflexion. Vous disiez effectivement comment est-ce qu'on fait venir des jeunes professionnels de santé dans des territoires qui peuvent paraître moins attractifs. C'est d'essayer d'initier ça dès les études. Alors, c'est vrai qu'on travaille surtout avec les médecins, mais quelle que soit la profession médicale ou paramédicale, en essayant que la répartition des terrains de stage, par exemple, soit le plus homogène possible sur le territoire, pour que des médecins qui sont formés quand même principalement au CHU ou dans des hôpitaux puissent découvrir l'exercice ambulatoire en milieu rural ou en milieu urbain, finalement, quel que soit le territoire, mais puissent découvrir autre chose que l'hôpital pour pouvoir leur donner peut-être envie de venir s'installer plus tard. Et effectivement, là, on a besoin aussi de l'aide des communautés de communes, de l'aide des municipalités, parce qu'il faut pouvoir loger ces internes, il faut pouvoir les accueillir dans des conditions qui leur donneront envie de rester derrière, effectivement. Et donc,
une fois qu'on a fait cette observation, un petit peu cette quantification, on se dit qu'est-ce qu'on peut proposer derrière. Et donc, c'est à ce moment-là voilà, qu'on intervient beaucoup au niveau de l'exercice coordonné en ambulatoire. Donc, très rapidement, il y a plusieurs formes d'exercices coordonnés. C'est vrai qu'on peut facilement s'y perdre. Et donc, voilà, on a fait un petit schéma explicatif. Vous avez soit voilà, là, les petits professionnels qui travaillent ensemble, qui sont des équipes de soins primaires. C'est-à-dire c'est juste des professionnels de santé qui ont une patientèle commune et qui décident de suivre de façon coordonnée leurs patients avec des consultations, par exemple, centrées patients. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patients en face d'eux, mais ils se retrouvent à 3-4 professionnels de santé pour faire le point sur un patient. Ils font du partage d'informations avec des outils numériques spécifiques et sécurisés pour le partage des données de santé, vraiment centrés patients. Vous avez les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont en fait des ESP qui sont formalisées juridiquement et avec des locaux communs. Et puis, vous avez à une échelle un petit peu plus large, donc les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui regroupent les professionnels de santé libéraux d'un territoire et du médico-social, et qui visent à faciliter la coordination des soins ambulatoires au niveau territorial. Puis encore au-dessus, il y a le DAC, mais ça, on s'en occupe pas. On travaille beaucoup avec eux, mais ce n'est pas notre prérogative. Quelques chiffres rapidement. Donc aujourd'hui, il y a 33 ESP créés au niveau de la région, donc pour 350 professionnels, 110 MSP ouvertes, et surtout 30 CPTS en fonctionnement, et donc 3 en projet. Ça veut dire qu'on a actuellement 90% du territoire couvert. Les 3 en projet devraient signer là d'ici quelques mois. C'est-à-dire que presque 100% du territoire et de la population sont couvertes par une organisation territoriale. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de communes qui se retrouvent isolées, soit parce qu'il n'y a pas de professionnels de santé, soit parce qu'il n'y a pas de coordination. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire d'avoir un maillage territorial sur lequel on peut avoir des projets de santé communs avec les élus, avec le CLS, avec l'ensemble des acteurs, pour une meilleure prise en charge de la population. Donc, nous, ensuite, on propose, et c'est là qu'interviennent les CPTS, parce qu'on sait très bien que nous, on a une réflexion un peu plus globale au niveau régional, en tant que URPS, mais que les plus à même de mettre en place des actions sur le territoire, d'une part parce que ce sont leurs missions, c'est leur raison d'être un petit peu, et puis parce que ce sont eux qui sont au plus proches du territoire, de ses besoins et des acteurs, ce sont les CPTS. Et donc vraiment, voilà, l'objectif et les enjeux des CPTS, c'est de partir d'un projet de santé, d'un diagnostic territorial pour identifier en fait des démarches par et pour les professionnels de santé, renforcer les liens entre professionnels de santé libéraux et leur ancrage territorial, c'est-à-dire travailler avec les hôpitaux de proximité, travailler avec les CLS, travailler avec le médico-social, avec toujours cet objectif de se dire, si on s'organise mieux, on va pouvoir gagner du temps médical, parce que comme on ne pourra pas avoir plus de médecins, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les médecins, sur le même temps de travail, puissent soigner plus de gens? Par exemple, ça va être pouvoir les décharger d'une partie de travail administratif, ça va être pouvoir proposer des assistants médicaux, des IPA, des nouveaux modes d'exercice, ou tout simplement un secrétariat partagé qui permettent de gagner du temps. Ça va être proposer des soins non programmés sur le territoire pour faire en sorte que les gens puissent être soignés aussi vite que le nécessite leur état de santé, même s'ils n'ont pas de médecin traitant ou si jamais leur médecin traitant n'est pas disponible, de travailler sur l'attractivité du territoire, sur la e-santé, etc. Et puis bien sûr sur la gestion de crise. On a vu que les CPTS avaient été en lien avec les hôpitaux au premier plan pendant la crise Covid, et donc ça fait partie de leurs prérogatives maintenant. Et donc voilà, donc c'est un accompagnement des CPTS qui est fait au niveau régional par l'URPS médecin, via la fédération des URPS, avec une animation et une coordination au niveau régional pour essayer d'harmoniser aussi un petit peu les choses. Donc là, je sais qu'on parle aussi surtout sur la métropole et puis sur une bonne partie du Loiret, mais même sur ce territoire-là, on essaye qu'il n'y ait pas des projets trop différents les uns des autres, où ce qui a été fait à un endroit et qui fonctionne, finalement, puisse être décliné sur un autre territoire sans repartir de zéro en mutualisant un peu les expériences et les choses qui ont été faites. Donc, effectivement, vous avez parlé de l'importance des locaux, aussi bien pour accueillir des nouveaux professionnels, pour maintenir en exercice des professionnels aussi, qui ont parfois l'impression qu'on les oublie un petit peu, qui nous disent tout est fait pour attirer des jeunes. Nous, finalement, c'est nous qui sommes là sur le territoire, c'est nous qui travaillons, qui faisons beaucoup pour soigner nos patients aussi. On aimerait bien ne pas être oubliés, puis être aidés aussi un petit peu. Donc, c'est vrai que ce que vous avez dit sur tout le travail qui est fait pour maintenir et pour éviter de perdre en fait, des soignants qui sont déjà là est très important aussi. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas trop l'oublier.
Et puis, effectivement, voilà, tout ce qui a été dit sur la nécessité de travailler ensemble, non seulement pour ne pas faire de doublons, mais aussi pour mutualiser les forces, parce qu'on manque de forces vives. Et donc, tout ce qui peut être fait pour mutualiser les forces sera le bienvenu. Et puis, voilà, je pense vraiment pour terminer, le dernier point, c'est l'importance de tous travailler ensemble, parce que ça permet de tenir compte aussi de la réalité, de ne pas se dire, voilà, vous parliez parfois des concurrences qu'il peut y avoir entre communautés de communes, entre territoires, et finalement de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Alors, finalement, au niveau d'une communauté, peut-être que ça renforce l'offre de soins, mais c'est au détriment de la population qui se déplacera pour venir se faire soigner quelques kilomètres plus loin. Et de vraiment se coordonner pour ne pas essayer de fragiliser, de désorganiser une offre de soins qui est fragile et déficitaire, mais néanmoins structurée et coordonnée, et qui est fonctionnelle du mieux qu'elle le peut, en tout cas actuellement. Donc, c'est d'essayer de ne pas briser ceci. Et vraiment, je vous remercie beaucoup de tous les témoignages qui sont allés dans ce sens, et d'une belle, je trouve, coopération. Et nous, on le voit bien au niveau des CPTS, il y a énormément de coopération avec les élus locaux, avec les CLS, et qu'on voit bien que les CPTS dans lesquels ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué pour elles d'avancer et d'arriver à mettre en place des projets. Merci, belle conclusion, Madame Fongalan, à cet exposé que nous avons essayé de faire ce matin en invitant effectivement des témoins de différents horizons. Ce que l'on voulait effectivement montrer ce matin avec ces interventions, c'est qu'il y a besoin de complémentarité. Il y a aussi des acteurs nombreux qui sont sur le champ de la santé. Et lorsqu'il y a 2-3 ans, nous avions fait un parcours d'interrogation de ces acteurs, on avait fait le constat qu'il était parfois difficile de connaître l'action de l'autre, difficile de voir comment on pouvait être complémentaire à ces différentes structures. La crise sanitaire a eu un effet, je pense, positif sur ces schémas d'acteurs, c'est que l'obligation de se parler et de se coordonner a été très très forte sur ces moments de crise, et ont aussi légitimé un certain nombre de structures dans leurs interventions. Je suis très satisfaite de ces interventions ce matin qui ont été très complémentaires, qui montrent l'énergie qui est déployée sur les territoires pour trouver des solutions au constat que je rapportais ce matin de notre ministre de la Santé, rattraper une situation difficile aujourd'hui avec des praticiens qui ne sont pas là en nombre suffisant. Donc, revenir effectivement à des questions de prévention, mais ça ne suffira pas, même si M. Le Goff mettait en avant le fait que ça pouvait diminuer de 20% environ des objectifs de consultation. Mais la prévention, c'est important, ça ne suffira pas. Madame de Fongalan, vous nous avez effectivement précisé qu'il y a une population de praticiens qui a plus de 50 ans, et donc dans 10 ans, 15 ans, on va aller sur un pic important de perte de praticiens. Mais je trouve que ce matin, il y avait une belle énergie qui était présentée par nos témoins pour montrer que tout le monde essaie d'avancer sur des solutions. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées? On a largement dépassé le temps imparti ce matin, mais je ne voulais pas couper ni l'un ni l'autre dans ces interventions. Est-ce que certains ont envie de réagir, de compléter? On se donne 5 minutes de plus pour avoir d'autres témoignages ou des questions à nos intervenants. Qui veut intervenir? Pas d'intervention. Bien, je n'ai plus qu'à vous remercier tous d'avoir été nombreux ce matin à participer à ce webinaire. Il a été enregistré, il sera remis en ligne. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard ou partis trop tôt, vous pourrez le reconsulter ainsi que les autres webinaires que nous avons développés ce matin. Je vois qu'il y a une question sur les cartes de CPTS. Nous avons un portail cartographique où nous avons développé une application sur la gouvernance de la santé, où vous avez les différents périmètres de ces structures qui sont développés sur les CPTS. Donc, c'est une application sur le portail cartographique. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si jamais c'est une information que vous ne trouvez pas. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain sur une intervention sur les écoles Oasis, non, sur l'accidentologie. On est encore sur des questions de santé. On va voir un petit peu quels sont les impacts sur les modes doux de ces accidents. Bonne journée à tous, à bientôt.
Et encore merci à nos témoins de ce matin.